Dans tous les piliers de la santé, il faut chercher l'optimal et pas le normal en fait. C'est avoir cette ambition aussi, de se dire non, être fatigué, c'est pas normal. C'est la moyenne qui est pas en bonne santé qui nous dit en fait qu'est-ce qu'une nouvelle bonne santé Oui, en fait quoi. oui. J'ai pas mal d'acné sur le visage, comme on dit souvent, je pensais avoir perdu à la loterie génétique. Et je voyais pas forcément le lien entre l'alimentation et la santé. Pour moi, c'était deux choses qui étaient totalement décorrélées. Que la santé, c'est comme une chaise. Ça a 4 pieds. Et si tu as un pied qui est cassé, en fait, c'est toute ta chaise qui est déséquilibrée, quoi. Le stress, c'est pas mauvais en soi, parce que, comme tu l'as dit, il peut nous sauver la vie. Aujourd'hui, on vit dans une sorte de parenthèse. Autrement dit, on n'a jamais vécu comme aujourd'hui dans toute l'histoire de l'humanité, en fait. Wilfried, tu aurais pu croire, comme beaucoup, qu'il n'y avait rien à faire à tes problèmes. Je sais que tu as des problèmes d'acné, d'allergie, de fatigue chronique, de troubles intestinaux. Et tu aurais pu dire que c'est une fatalité, c'est normal. Mais cela a duré des années. Tu as cherché quelles étaient la cause et surtout quelles étaient les solutions. En changeant ton alimentation, tu as retrouvé un équilibre et tu as finalement transformé ta vie. Et tu en as fait une mission. Aujourd'hui, tu aides des centaines de milliers de personnes. Et tu incarnes une approche concrète, accessible et radicalement efficace de la santé moderne, disons. Bienvenue à Wilfried Launay, fondateur de BeMove, pionnier de la nutrition anti-inflammatoire francophone. Je te présente de manière un peu factuelle avant de passer à la suite. Donc, tu es coach et expert en nutrition anti-inflammatoire, créateur du site et de la marque BeMove. Tu as presque 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux cumulés, dont plus de 370 000 sur la chaîne YouTube. Donc, tu as une grande chaîne YouTube, tu fais des vidéos depuis plus d'une décennie, je crois. Ça, presque. Ok, presque. Tu as sorti un livre récemment, en avril, qui s'appelle Le guide complet de l'alimentation anti-inflammatoire, énergie, antidouleur, immunité, santé intestinale. C'était un livre, pour en reparler, mais en plus tu viens de me dire qu'il marchait très bien. Et tu as ton propre podcast, Équilibrez-vous, diffusé chaque dernier mercredi du mois. Exactement. Donc voilà pour le tour. Donc encore une fois, bienvenue à Wilfried Launay. Avant de passer à la suite, je vais juste faire une petite, on appelle ça disclaimer en anglais. Donc ce que je veux dire, c'est que les informations partagées dans cet épisode ont un but éducatif et informatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas un avis médical personnalisé, un diagnostic ou un traitement. Et bien sûr, si vous avez des problèmes de santé, consultez toujours un professionnel de santé en premier lieu. Donc Wilfried, bienvenue. Merci Max pour l'invitation. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce que j'ai dit ici? Est-ce que c'était juste, correct et assez complet? Écoute, c'était parfait. C'est rare qu'on fasse une intro aussi qualitative, donc écoute, rien Parfait. à dire. Parfait. Alors, on va commencer justement par ton parcours, un petit peu, Wilfried. On va dire comme souvent, ta passion pour la santé, ton engagement pour aider les autres, vient aussi de ta propre histoire. Est-ce que tu peux nous parler, et c'est quelque chose qu'on ressent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quels ont été les problèmes auxquels tu as été confronté, à quoi ressemblait justement ta santé, ton quotidien? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Donc moi, en fait, quand j'étais jeune ado, j'avais pas mal de soucis de santé, comme de l'acné, comme tu l'as souligné, des rhinites, des allergies, des problèmes intestinaux, une fatigue dans les chaussettes. Et en grandissant, je pensais que tout ça, ça allait disparaître, tu vois, que c'était un peu genre les problèmes d'ado classiques. Et en fait, pas du tout. En grandissant, mes problèmes ont été en grande partie conservés, notamment, tu vois, l'acné. J'ai pas mal d'acné sur le visage. Et pour moi, c'était un peu une fatalité, quoi. Comme on dit souvent, je pensais avoir perdu à la loterie génétique. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, j'étais avec ma copine de l'époque qui s'intéressait beaucoup à la nutrition santé et qui me disait que ça pouvait venir en partie de mon alimentation. Et moi, je ne la croyais pas spécialement parce que à l'époque, je n'étais pas du tout formé sur le sujet et je ne voyais pas forcément le lien entre l'alimentation et la santé. Pour moi, c'était deux choses qui étaient totalement décorrélées, quoi. Néanmoins, elle m'avait offert un livre qui s'appelle Le modèle paléo de Mark Sisson. C'est un Américain qui était un des précurseurs de l'alimentation paléo. Et moi, étant de formation scientifique, ce livre m'a intéressé parce que c'était justement une approche scientifique. Et j'avais besoin de ça en fait. J'avais besoin que quelqu'un m'explique avec le pourquoi. Pas juste me dire il faut que tu manges mieux. J'avais besoin d'explications concrètes scientifiques parce qu'à la base je suis de formation scientifique. Et ce livre du coup je l'ai lu avec une sorte de curiosité en me disant finalement je suis sceptique mais je vais quand même le lire.
Et c'était une révélation parce qu'en fait, j'ai lu beaucoup de choses dans ce livre qui m'ont ouvert les yeux sur du bon sens. En fait, l'idée de ce livre, c'est de reprendre un peu tout l'historique de l'humanité depuis l'époque du paléolithique jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Et se rendre compte finalement qu'aujourd'hui, on vit dans une sorte de parenthèse. Autrement dit, on n'a jamais vécu comme aujourd'hui dans toute l'histoire de l'humanité. En fait, c'était un tout petit pourcentage de notre histoire globale, en fait. En fait, ce livre dit en gros qu'on se sépare de comment on est censé vivre. En fait, notre humanité est très éloignée des fondamentaux de ce pourquoi on a été fait, en fait, quoi. Aussi bien niveau alimentation qu'activité physique, que niveau style de vie en général. Alors, concernant l'alimentation, dans ce livre, on disait en fait de revenir à des choses très simples et de manger comme finalement, pour faire très entre guillemets, comme l'homme préhistorique mangeait. Alors forcément, on peut pas manger comme l'homme préhistorique, mais on peut néanmoins s'en rapprocher dans le monde moderne en consommant des choses qui n'existaient pas à l'époque, en évitant plutôt des choses qui n'existaient pas à l'époque, comme notamment les céréales, les produits transformés, les produits laitiers, etc. Donc j'ai testé tout ça sur moi et en quelques mois, ouais, mon acné a totalement disparu. Alors qu'à l'époque, je prenais du Roaccutane, qui était un médicament qui est très agressif pour Oui. les muqueuses, Mhm. qui permet en fait de faire disparaître l'acné, mais qui est assez agressif. Mon acné a totalement disparu, mes allergies sont disparues aussi en quelques années, mes rhinites aussi ont disparu, j'ai retrouvé beaucoup d'énergie. En parallèle, je me suis mis à faire beaucoup de sport parce que, en fait, pour être aligné par rapport à ma nouvelle santé, je voulais aussi retrouver une bonne tonicité musculaire, etc. Donc je me suis mis au sport. Bref, j'ai totalement changé ma santé. Mhm. Et en fait, je suis devenu un peu une nouvelle personne, quoi. C'est-à-dire en quelques années, en fait, je suis passé de quelqu'un qui était un peu léthargique, avec pas les pires, mais beaucoup de problèmes de santé qui s'accumulaient, à quelqu'un qui n'avait plus aucun problème de santé et qui était plein d'énergie, quoi. C'était à quel moment qu'on commençait, toi? C'était au lycée, c'est ça? C'était quand j'étais jeune adulte, donc on va dire vers ma trentaine, on va dire, quoi, à peu près. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, je pensais que t'étais plus jeune. Donc jusqu'à cet âge-là, tu En fait, t'avais ouais, jamais de intéressé mes 20 spécialement. ans à 30 ans, je subissais un peu, Ouais, on va dire. Et à partir de 30 ans, ouais, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la nutrition santé. Et, euh, et on va dire que aujourd'hui, donc ouais, j'ai un peu plus de 45 ans. Et ben en fait, voilà, ça fait 15 ans que je m'y intéresse et vraiment 11 ans que je fais ce métier-là, quoi. ok, ok. Et quel a été pourquoi pendant 10 ans, finalement, tu as accepté et subi, comme tu viens de le dire, et qu'est-ce qui a été le déclic? Est-ce que ça a fini par comment dire, par faire la goutte d'eau déborder le vase à force des années? Est-ce que c'est juste ta copine, comme tu disais? Parce que il y a des gens qui écoutent qui aussi sont dans cette situation et n'ont pas encore eu ce déclic, par exemple, ou des gens Ouais. qui en sont pas conscients. Et je sais que moi aussi, j'avais eu voilà, des événements qui m'ont fait radicalement changer en peu de temps. Peut-être aussi, il y avait eu un temps de préparation avant, mais qu'on voit pas, qu'on ressent pas. Donc, comment ça a été pour toi? Bah ouais, comme je t'ai dit, du coup, c'était un déclic avec ma copine de Avec ta l'époque copine? qui m'a dit teste ça, tu verras, ça va marcher. Euh, c'est vrai qu'en parallèle, moi, je prenais pas mal ouais, des médicaments, tu vois, comme je dis, le Roaccutane pour l'acné, des antihistaminiques pour les allergies, euh, voilà, des petits médicaments qui en fait sont pas très violents, mais qui en fait additionnés, bah ouais, je commençais à avoir une petite pharmacie chez moi, on va Ouais, dire quoi. ouais. Et Quelles sont les réponses enfin, classiques, on va dire, si on quand j'allais s'intéresse pas voir au un sujet? docteur, en fait, il me disait, bah Voilà, prends tel médicament, en fait, tout voilà, simplement quoi. C'était un symptôme, un médicament quoi. c'est ça. Et c'est plus tard justement que j'ai découvert que toutes mes pathologies, tous mes problèmes de santé en fait n'étaient pas liés à un problème de type génétique ou à un problème spécifique, c'était juste lié au fait que je n'étais pas adapté, enfin, mon alimentation n'était pas adaptée à qui j'étais en fait quoi. Ouais. Et c'est le cas d'ailleurs pour la très grande majorité des gens aujourd'hui en fait, hein. Si on regarde un peu la population occidentale française, occidentale en général et française aussi, beaucoup de gens ne mangent pas ce pourquoi ils sont faits en fait, Ouais. et ça entraîne beaucoup de problèmes de santé. Voilà, voilà. Bah exactement, je suis bien d'accord avec toi. Donc, passons justement un petit peu plus en détail sur l'alimentation, sur l'inflammation chronique, Ouais. puisque justement, donc, l'inflammation est un de tes grands euh, sujets, c'est un sujet dont tu parles beaucoup dans tes vidéos. Pourquoi? Enfin, d'abord, je voudrais commencer par une statistique qui est assez parlante. Euh, donc, il y a une étude donc, par l'Institut de sondage IFOP en 2022 en France qui a mis en avant que près de la moitié des Français se sentent fatigués, près de la moitié quand même, ce qui est énorme,
démoralisé, stressé et irrité. Est-ce que tu penses que là, on peut faire un lien justement avec ce que tu viens de dire, avec l'inflammation chronique et que on ignore? La grande majorité des gens n'en est même pas conscient de ça. Est-ce que tu ferais un lien? Complètement. Aujourd'hui, notre monde moderne, en fait, il est assez toxique, aussi bien niveau alimentation que sur notre mental, sur notre corps aussi, globalement. Je pense qu'on pourra peut-être en reparler un peu plus tard, mais si on prend juste la partie alimentation, effectivement, ce qu'on mange au quotidien est globalement délétère. On va pas se mentir, et j'ai pas peur des mots. Pour la très grande majorité des personnes, c'est plutôt toxique. Et ça engendre en fait en nous un phénomène d'inflammation, effectivement. L'inflammation, c'est un processus de défense en fait que notre corps a. À la base, l'inflammation, c'est une très bonne chose. Sans inflammation, on serait déjà tous morts. Quand tu te blesses, quand ton corps a un petit problème, toi, dès que tu as un virus, une bactérie, l'inflammation est là pour passer ton corps en mode défense. C'est l'inflammation qui va en fait réveiller un peu ton système immunitaire, qui va engendrer des processus de réparation, qui va faire en sorte que en fait, tu vas retourner à la normale. C'est un processus qui est absolument indispensable, mais qui a uniquement pour vocation à être temporaire. C'est un peu comme le stress. Le stress, il est là pour te sauver. Si demain tu te fais attaquer par quelqu'un, le stress va te faire courir plus vite, ton cœur va battre plus vite, tu vas pouvoir faire des choses qui sont incroyables, mais uniquement temporairement, et ensuite tu vas revenir à la normale. C'est pareil pour l'inflammation. Le problème, en fait, aujourd'hui, c'est que notre alimentation et d'autres phénomènes qu'on va évoquer un peu plus tard engendrent en nous, en fait, une sorte de stress permanent. Ce stress, en fait, il est délétère parce que, en fait, notre corps, justement, il va se défendre contre cette attaque en permanence parce qu'on mange matin, midi et soir. On fait 3 repas par jour, 7 jours sur 7. Et c'est comme si, en fait, tu avais une sorte d'attaque à faible niveau, mais permanente. Et le corps, en fait, il ne supporte pas ça. Il va engendrer des phénomènes de défense. Alors, ça se manifeste par une élévation du niveau inflammatoire, donc par des molécules qui sont censées nous aider, mais lorsqu'elles sont trop présentes, vont abîmer notre corps. Ça va se manifester aussi par une suractivation du système immunitaire. C'est entre autres pour ça que beaucoup de personnes ont des maladies auto-immunes, par exemple. Tu vois, si on parle de fatigue, par exemple, cet état d'inflammation, en fait, il demande beaucoup d'énergie. Quand le système immunitaire s'active, quand le corps est en mode attaque ou défense, ça demande de l'énergie. Et au final, quand c'est ponctuel, encore une fois, c'est pas problématique, mais quand c'est à faible niveau, toute la journée, toutes les semaines, tous les mois, ça engendre en fait une fatigue à terme. Donc, première chose qu'on pourrait dire déjà, c'est cette chose qu'on fait de façon quotidienne qui est manger, on pourrait déjà l'optimiser pour qu'elle ne soit pas agressive pour notre corps et qu'elle permette de ne pas stresser notre corps et faire en sorte qu'au contraire, elle nous permette d'aller mieux, de nous nourrir, de nous donner les bonnes choses sans générer cet état de stress qui nous met dans des mauvais états de santé en fait, quoi. Un changement aussi de paradigme, de dire que le stress est mauvais. Le stress n'est pas mauvais en soi parce que comme tu l'as dit, il peut nous sauver la vie. Et si on en revient... Et je dirais même, excuse-moi, le stress permet de se réveiller tous les matins. Ouais. Si jamais on n'aurait pas de stress, en fait, tu serais un légume. Voilà. Chaque matin, on a un pic de cortisol, qui est l'hormone donc, de l'éveil. Et sans ce pic de cortisol, en fait, on serait des légumes, tout simplement. Quoi. Donc le stress est nécessaire, mais comme je l'expliquais, par pic uniquement. C'est ça. Et d'ailleurs, celui qui n'a aucun stress, on peut dire qu'on s'approche de la mort, en fait. Exactement, ouais. Puis c'est quelqu'un qui est mou, qui n'a pas de projet, qui est totalement léthargique, qui n'a aucune envie dans la vie, qui a juste envie de dormir. Donc la vie, en fait, elle est nulle. Quoi. Sans stress, la vie, elle est nulle. Voilà. Donc c'est évidemment pas ce qu'on vise. Et aussi, on en revient aussi à ce que tu disais au début, que tu disais, on peut imaginer comment vivaient les premiers hommes, etc. Et donc, comme tu dis, ils n'avaient pas forcément le stress, justement, ils n'avaient pas le stress chronique de la mauvaise alimentation, même le stress chronique, je ne sais pas, des appels permanents ou des appels, ou les emails des professionnels jusqu'à minuit ou toute la nuit. Par contre, ils avaient de manière ponctuelle, peut-être un prédateur ou un manque d'alimentation ou quelque chose. Donc ça, c'est important. Et c'est important de dire que le stress peut renforcer ce qu'on appelle aussi l'hormèse. Exactement. Mais c'est dans la bonne dose pour que ça soit justement pas trop pour que ça soit destructeur, mais assez pour déclencher une réponse adaptative et renforcer le corps. Mais c'est très différent d'un stress chronique. Et là, c'est bien quelque chose de quand même moderne.
Et c'est grâce à toi que à des personnes comme toi, à comment tu éduques les gens, je propose que on peut trouver une solution à ça pour on va dire, de plus en plus de gens qui sont confrontés. Voilà, on a parlé un petit peu de l'inflammation chronique, de pourquoi ça existait aujourd'hui. Tu as parlé aussi du rôle de l'alimentation, même si ce n'est pas la seule chose. Comment une personne peut savoir qu'elle est enflammée? Est-ce qu'il y a des signes plus ou moins subtils que tu voudrais donner, quoi? Alors, il n'y a pas un signe, parce que justement, on est tous différents et l'inflammation va avoir un impact différent sur chaque personne, suivant sa biologie, suivant sa génétique, suivant son style de vie aussi. C'est plus un syndrome, on va dire. Un syndrome, c'est, contrairement à un symptôme, c'est un ensemble d'éléments qui ne sont pas forcément simples à mettre en place et à faire converger vers un symptôme. Mais néanmoins, on peut dire globalement que il y a des signes qui ne trompent pas. On peut parler effectivement de ta spécialité aussi, qui est donc la fatigue. Effectivement, quelqu'un qui est fatigué chroniquement peut être un signe d'inflammation. Moi, je dirais souvent aussi la peau. La peau ne trompe pas en général parce que la peau est un indicateur qui est assez sensible à l'inflammation. Beaucoup de personnes ont des taches rouges sur la peau ou ont une peau qui n'est pas très belle, ou alors on va avoir des boutons. Tu vois, dans des cas extrêmes, on peut parler aussi de psoriasisme, d'eczéma, qui sont des pathologies qui sont clairement liées à l'inflammation. Ce que tu avais. Ouais, moi c'était la partie acné. Après, on a tous des prédispositions, tu vois, génétiques, mais ces prédispositions vont être allumées par des comportements, ce qu'on appelle l'épigénétique. Oui. Donc moi, dans mon cas, par exemple, effectivement, je dois probablement avoir une prédisposition à avoir une peau acnéique, mais ça va être allumé justement par un niveau inflammatoire plus élevé que la moyenne, quoi. Okay. Chez beaucoup de personnes, ça va être aussi des problèmes intestinaux. Les problèmes intestinaux, c'est une grande partie des problèmes inflammatoires. Donc, ça va être des problèmes de digestion, ça va être des problèmes qui vont être liés à l'état de l'intestin, comme de la perméabilité intestinale, comme des syndromes de l'intestin irritable. Beaucoup de personnes aussi ont des pathologies comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, etc. Ça peut être des symptômes aussi au niveau des articulations, comme la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrose, l'arthrite, etc. Ça peut être des céphalées, donc des maux de tête tout bêtement, parce que le cerveau aussi est extrêmement sensible à l'inflammation. Il faut savoir que c'est une des parties d'ailleurs du corps qui est le plus sensible. Donc les personnes qui ont des céphalées à répétition, c'est clairement pas normal. Ça peut être chez les femmes notamment, ça peut être aussi des variations au niveau du cycle menstruel. Bref, il y a en fait plein de choses. Clairement, il n'y a pas une liste exhaustive, mais on va dire que beaucoup de symptômes que des gens pensent normaux, un peu comme moi à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune, qui semblent normaux, peuvent être souvent liés à un état inflammatoire, clairement. Oui. Ils semblent normaux parce que finalement on s'habitue, on sait même plus ce que c'est qu'être en bonne santé parce que ça fait du temps. On pensait peut-être que c'était quand on était enfant, on avait toute l'énergie, mais on pensait que c'est normal, c'est l'âge. Puis si on regarde les gens autour de nous, on voit que beaucoup de gens aussi sont fatigués, ont divers problèmes de santé. Donc on peut croire que c'est la norme finalement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement un nivellement vers le bas en termes de santé, notamment même, tu vois, par exemple, tout ce qui est les valeurs biologiques, quand on fait des analyses de sang. Aujourd'hui, en fait, on s'adapte finalement à la moyenne et des facteurs, tu vois, comme le taux de cholestérol ou d'autres indicateurs, en fait, ont été réadaptés par rapport au monde moderne, mais pas dans le bon sens. Et ça, c'est un problème, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a un nivellement vers le bas des normes médicales. C'est-à-dire c'est la moyenne qui n'est pas en bonne santé qui nous dit, en fait, qu'est-ce qu'une nouvelle bonne santé, en fait, quoi. Et ça, c'est vraiment un problème parce qu'au final, c'est-à-dire que globalement, on va vers une dégradation de l'état de santé des gens, en fait. Parce que, sans le savoir. C'est ça. Et aujourd'hui, en fait, des gens qui sont vraiment en pleine santé, c'est plutôt rare, en fait. Parce que justement, un médecin va dire, ah bah c'est bon, en fait, du coup, tes bilans sont dans les normes. En fait, non, c'est pas dans les normes. C'est pour ça, d'ailleurs, moi, quand je fais des analyses, alors je ne suis pas habilité, je ne suis pas médecin, mais quand je lis des analyses sanguines, on va dire, il y a ce qu'on appelle les normes laboratoires et les normes optimales. Et moi, je suis plus sur des normes optimales. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément m'intéresser aux normes laboratoires, parce que comme je viens de le dire, en fait, elles sont souvent nivelées vers le bas, mais plutôt m'intéresser à des normes optimales. Je vais prendre un exemple, la vitamine D, qui est extrêmement importante pour l'immunité, pour justement le niveau inflammatoire. La vitamine D, en fait, aujourd'hui, on est quasiment tous en carence. Et quand tu prends les normes laboratoires et même les recommandations des autorités officielles, elles ne sont pas très bonnes, en fait, parce qu'elles sont juste suffisantes
pour avoir une santé moyenne en fait, quoi. Ouais. Si tu veux avoir une santé optimale, il faut augmenter considérablement en fait, tes niveaux de vitamine D. Ça va être pareil pour les niveaux de magnésium ou de zinc par exemple. Oui. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est problématique pour moi. Oui. Les médecins disent non, c'est bon monsieur, madame, regardez, vos analyses sont bonnes. Et en fait, elles sont pas bonnes, elles sont juste moyennes, quoi. Tu fais bien de le dire pour des gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que quand vous faites des analyses de sang et que vous regardez les résultats, il faut bien avoir ça en tête que ce n'est pas forcément suffisant ce que vous voyez. Certes, il n'y a rien en rouge, il n'y a rien, il n'y a pas d'alerte, il n'y a rien en gras, mais c'est parce que les normes ne sont pas forcément les bonnes, justement. Enfin, voilà, c'est aussi, pour utiliser le terme, on utilise une courbe gaussienne, c'est-à-dire on utilise une moyenne de la population et on regarde est-ce que vous êtes proche de la moyenne ou est-ce que vous en êtes écarté. Mais justement, cette courbe gaussienne, elle n'est pas centrée sur une population saine et optimale, mais sur une population qui est déjà, Qui est malade. voilà, qui est déjà malade. Ouais. Et après, il y a aussi quelque chose, c'est que voilà, la médecine fait des choses incroyables, sauve des vies. Je parle de la médecine voilà, classique, médecine moderne, occidentale. Mais comme tu disais, tant que tu n'es pas enfin comment dire, le paradigme, la vision, c'est que tant que tu n'es pas malade, que tu n'as pas une maladie aiguë, elle ne va pas t'alerter, elle ne va pas agir. Et donc du coup, si tes résultats ne sont pas vraiment dans la moyenne très basse pour le coup, ils vont dire que c'est ok, alors que toi, quelqu'un comme toi, même moi aussi, on est à l'approche où on va chercher à optimiser. Donc c'est plutôt que d'éviter le bas, on va chercher à viser le haut finalement. Je pense que c'est ton Exactement. approche aussi. Ouais, tout à fait. Et dans Ouais. plein de niveaux, hein. Ouais. Bon, là, on parle effectivement d'analyse biologique, ça va être aussi tu vois, sur l'activité physique, par exemple, pas juste faire une activité physique qui va nous maintenir en bonne santé, mais une activité physique qui va optimiser notre santé, pas avoir un sommeil qui nous permet d'être reposé, mais un sommeil qui va permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour être en santé optimale. Ouais. Je pense qu'il faut, dans tous les piliers de la santé, il faut chercher l'optimal et pas le normal, en fait. Ça, c'est hyper important. C'est avoir cette ambition aussi, de se dire non, être fatigué, c'est pas normal, avoir une peau qui n'est, Mais dans tous les cas, comme en tu fait, disais, là, en fait, changer ça. il faut se dire que avoir des symptômes, dans tous les cas, c'est pas normal. On doit essayer de converger vers la pleine santé. Et à partir du moment où on a des symptômes, quels qu'ils soient, c'est problématique. Il faut jamais se dire c'est normal, c'est la vieillesse, la vieillesse, la c'est génétique. ou la loterie génétique. Voilà. Alors, j'ai pas forcément idéalisé non plus. Forcément, dans certains cas, il y a des problèmes qui sont génétiques ou qui sont très durs à résoudre. Mais là, je parle vraiment de personnes qui ont des symptômes qui sont liés à leur style de vie. Et le problème, c'est qu'il faut être conscient de ça. Et beaucoup de personnes ne sont pas conscientes. Je prends un exemple. Tu vois, j'étais en formation dans les derniers jours sur le système hormonal justement, et on a beaucoup parlé justement des femmes parce qu'elles sont très liées à la santé hormonale, et beaucoup de femmes par exemple ont des cycles irréguliers, ont des douleurs pendant leurs règles, etc. Et beaucoup de ces femmes en fait se disent c'est normal. Tu vois, on m'a toujours dit que les femmes elles ont des douleurs pendant leurs règles, et non, en fait c'est pas normal. Il faut s'intéresser au pourquoi du comment. On peut avoir un déséquilibre hormonal qui peut être corrigé, qui peut être optimisé par notre style de vie, par notre alimentation, par la prise de certains compléments alimentaires. Et en fait, tout ça, en fait, c'est valable pour l'ensemble des symptômes qu'on peut avoir au quotidien, en fait, quoi. Donc, dans tous les cas, un symptôme, quel qu'il soit, même s'il vous semble normal, c'est pas normal. C'est un indicateur qu'il faut travailler sur votre santé. Super, super, merci. Il y a un point aussi sur lequel je veux revenir, c'est donc tu as parlé de génétique, loterie génétique, tu as aussi parlé d'épigénétique. Et alors, je ne pourrais pas citer l'étude là, mais j'avais vu une étude dans le sens qui cherchait donc combien, en fait, quelle est la part de maladie qui est vraiment génétique, sur laquelle, oui, on ne peut rien faire, c'est de naissance, et la part finalement qui est corrigible via tout ce dont on parle. Et voilà, j'ai plus le chiffre exact, mais il me semble que c'était autour des 1%, quelque chose comme ça. C'était finalement très bas. Et donc c'est pour dire que oui, ça existe, mais c'est bien plus bas que ce qu'on peut penser. Et finalement, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut agir et que la grande majorité des cas, c'est réversible, ou en tout cas, on peut largement aider à cela. Et donc ça, c'est très important parce que quand on a des problèmes,
eh ben, c'est important de savoir qu'on peut agir et que, comme tu as dit, c'est l'épigénétique. C'est-à-dire que c'est pas juste j'ai des problèmes dans mon génétique qui s'expriment, c'est selon ce que je fais, selon mon stress, voilà, mon mode de vie, ces problèmes vont s'exprimer ou non. Et donc ça aussi, c'est très important d'avoir ça en tête pour avancer. Voilà. Super. Donc je te remercie pour ça. J'avais une question aussi pour... voilà. Est-ce que dans tout ce que tu as... Donc, voilà, tu es expert donc, de l'alimentation, tu as aussi parlé à beaucoup de gens, coaché des gens. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu vois qui reviennent souvent, que les gens font, bien sûr, souvent sans s'en rendre compte, sans en être conscient? Sur la partie alimentation en Oui. particulier? Oui. Sur la partie alimentation, je dirais que ouais, il y a pas mal d'erreurs. Une erreur que je verrais comme ça, c'est par exemple les gens qui se disent qu'il faut manger un peu de tout, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas trop entendre. Il faut manger un petit peu de tout, c'est ce que disent en fait notamment les autorités de santé. Alors sur le principe, ça peut partir d'une bonne idée, mais moi je dirais plutôt il faut manger un peu tout ce qui est sain. Ouais. Et le problème, c'est que tout ce qui est sain n'est pas forcément quelque chose qui est clair pour beaucoup de gens, quoi. Parce que si on dit qu'il faut manger un peu de tout, bah, c'est-à-dire qu'il faut manger un peu de frites, un peu de bonbons, etc., etc., tu vois. Donc en fait, moi je dirais, il faut essayer d'avoir une sorte déjà de liste d'aliments qui sont sains et aller dedans pour manger un peu de tout. Ça, c'est hyper important. Et mettre de côté les aliments qui sont problématiques. Quand je dis mettre de côté, ça ne veut pas forcément dire ne plus les manger du tout, mais ils ne doivent plus faire partie de votre alimentation standard. Ça, je pourrais revenir d'ailleurs pour une autre erreur. Donc ouais, il faut essayer de pas manger un peu de tout, mais de trouver une liste relativement exhaustive d'aliments du quotidien qui est saine et de s'y tenir. Ça, c'est fondamental. Ok. Et cette liste, en fait, elle va dépendre de où on habite, nos goûts, nos intérêts aussi sur tel ou tel aliment, etc. Mais voilà, du coup, ça peut être une liste qui peut être créée au cas par cas, parce qu'on a tous aussi des goûts particuliers. Ensuite, je dirais que... Ça, c'est une première chose que tout le monde peut appliquer, donc Ouais, c'est là, ça, ouais. c'est déjà une solution C'est ça, ouais. importante. Par exemple, toi, pour être concret, on pourrait dire, est-ce qu'il faut manger du pain? Le pain, dans la culture francophone, c'est un des piliers de l'alimentation de notre quotidien. C'est le cliché. Mais... Voilà. Et du coup, si on dit qu'il faut manger un peu de tout, il faut manger un peu de pain aussi. Mais moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Le pain, en fait, pour moi, il est relativement problématique pour plein de raisons. Et du coup, je le mettrais dans une autre catégorie qui serait plutôt les aliments récréatifs. On pourra en reparler un peu après ça. Mais pas au quotidien. Toi, si tu manges du pain au quotidien, matin, midi et soir, tu vas avoir à terme, je pense, des problèmes de santé. Donc voilà. Une inflammation. De l'inflammation, par exemple. Voilà. Ouais. Alors, si je fais une parenthèse dans la parenthèse, d'ailleurs, les gens vont me dire, oui, mais attends, c'est pas normal parce que le pain, nos grands-parents, ils en mangeaient régulièrement. C'est toujours l'argument. Wilfried, tu dis un peu des conneries quand même là. T'es un peu sectaire quand même. Alors, oui, nos parents en mangeaient, mais c'était pas le même pain non plus. Aujourd'hui, on parle de pain industriel, de pains qui sont très riches en gluten, beaucoup plus riches en gluten d'ailleurs que ce que consommaient nos grands-parents, qui ne sont plus levés au levain, mais à la levure. Tu vois, la levure, en fait, c'est un système qui permet de faire monter le pain très rapidement, alors que le levain, c'est très lent, et en plus, ça dégrade une partie du gluten. Donc, le pain de nos grands-parents n'est pas le pain qu'on a aujourd'hui. Bon, voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est un exemple pour te dire que pour moi, en fait, le pain ne doit pas faire partie de cette liste d'aliments sains qui, normalement, est listée dans les aliments sains qu'il faudrait consommer au quotidien, quoi. Donc ça, pour moi, ce serait une première erreur, de ne pas consommer, d'avoir cette idée qu'il faut consommer un peu de tout. Ensuite, la deuxième erreur, ce serait justement d'être peut-être trop sectaire et de se dire... j'ai ma liste et j'en ne sors jamais. Du coup, un ami m'invite au restaurant. Dans ce restaurant, je sais qu'il y aura potentiellement des aliments problématiques comme des pizzas, des frites ou du pain que je viens de citer à l'instant. Du coup, je ne vais pas y aller parce que c'est trop dangereux pour moi par rapport à ma santé. Et ça aussi, c'est pas une bonne idée parce qu'au final, ça peut emmener à un autre problème qui va être
non pas liées à l'alimentation, parce que là, tu vas effectivement être cohérent par rapport à ton alimentation, mais qui va être plus lié au mental. Tu peux risquer du coup de te désociabiliser, voire même d'arriver dans une pathologie qu'on appelle l'orthorexie. L'orthorexie, c'est quand tu deviens trop radical dans ta pensée, notamment en termes d'alimentation, et que ça peut être tellement radical que ça devient problématique. Et qu'au final, oui, tu as une bonne santé intestinale, etc., mais dans ton cerveau, ça va être pas fou. Donc c'est pour ça que moi, je recommande à quelqu'un qui est en bonne santé, j'ai bien en bonne santé, d'adopter la règle du 80-20. 80% d'alimentation saine, donc dans la liste des aliments qu'on a dit, qui est idéal, etc., et 20% d'alimentation récréative, où on pourra consommer du pain, des frites, des pizzas, etc. Ça permet à la fois d'avoir les avantages d'une alimentation saine, sans avoir les inconvénients de se désociabiliser, ou de se dire non, je ne vais pas aller au restaurant, etc. Alors après, cette règle des 20%, je dis bien que je la mettrais sur une personne qui est en bonne santé. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, qui a plein de problèmes de santé, des problèmes inflammatoires notamment, j'essaierais d'être plus strict, on va dire, et d'arriver peut-être vers une règle des 90-10 ou 95-5 même, et dans un premier temps, de vaincre tes pathologies, et ensuite de mettre un peu plus de flexibilité. Oui. Mais dans un premier temps, pour vraiment t'aider à résoudre tes problèmes rapidement, on va être un peu plus strict, effectivement, quoi. Oui, ça fait sens. Voilà. Donc cette règle des 80-20, elle est adaptée par rapport à tes objectifs de santé et à ton état de santé actuel. Donc ça, c'est 2 erreurs que je vois assez souvent. Et troisième erreur que je dirais, c'est de tout miser sur l'alimentation. Beaucoup de personnes, malheureusement, sont dans un mode purement alimentaire et oublient d'autres piliers de la santé qui sont pour moi fondamentaux, comme l'activité physique, le mental, qu'on parlait à l'instant là, oui. Et surtout le sommeil. Oui. Le sommeil, c'est pour moi un peu le mal-aimé de la santé. C'est souvent quelque chose qui est mis de côté. Et pourtant, c'est pour moi, si je devais donner... Toi, je suis expert en nutrition santé. Et pourtant, paradoxalement, si je devais donner un conseil, le seul conseil à quelqu'un qui veut retrouver la santé, ce serait de chouchouter son sommeil, de retrouver un sommeil de qualité. Aujourd'hui, en fait, le sommeil, il a été tellement dégradé par rapport à ce qu'il y avait dans le passé que ça en devient vraiment catastrophique, en fait, quoi. Et au final, il faut travailler aussi sur les piliers de la santé et pas juste sur l'alimentation. C'est pour ça que je dis d'ailleurs souvent que la santé, c'est comme une chaise. Ça a 4 pieds. Et si tu as un pied qui est cassé, en fait, c'est toute ta chaise qui est déséquilibrée, quoi. Tu as une chaise qui a 3 pieds au lieu de 4, elle est bancale, elle ne sera jamais efficace. Donc, tu aurais beau à mettre beaucoup d'énergie sur la partie alimentation. Si le reste, en fait, tu le mets de côté ou tu le négliges, tu pisses dans un violon, comme on dit chez moi, quoi. Et ce que font ce que font certaines personnes, c'est qu'elles vont justement chercher à rendre un seul pied finalement en or massif, voilà, au détriment des autres pieds. Finalement, la chaise n'est pas stable au global. C'est ça. C'est un piège qu'on peut faire aussi par confort, parce qu'il y a un sujet qui nous intéresse et d'autres qu'on n'a pas forcément envie de changer. Mais à un moment, il faut aussi savoir se faire violence, entre guillemets, si on veut vraiment la pleine santé et faire aussi ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, un point sur les 4 pieds. Donc j'imagine que tu voulais dire le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, oui. Et le mental. Ouais, le mental, parfait. C'est très intéressant ce que tu dis. J'aime bien aussi parce que, comme je t'ai présenté au début, tu incarnes une approche concrète que les gens peuvent appliquer. Donc là, tu viens de donner des conseils concrets que n'importe qui peut appliquer. Des conseils qui font aussi du 80-20, c'est-à-dire que on fait ça, normalement on va déjà radicalement augmenter sa santé avant de parler de choses, on va dire, plus complexes, plus chères. Plus spécifiques aussi, voilà, parce qu'après il y a forcément une grosse part d'individualisation. Voilà. On a des conseils un peu génériques, après c'est forcément du cas par cas, effectivement. Voilà. Super. Ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est j'ai vu une étude récemment, je voulais en faire, j'en ferai une vidéo, c'est donc ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc une méta-analyse, c'est donc, pour ceux qui ne savent pas, des revues d'études, donc une agrégation d'études. Et donc, ce serait intéressant puisqu'on peut en dégager des tendances globales et c'est censé avoir une certaine valeur scientifique, supérieure, on va dire. Et quand tu parlais du côté social, de faire attention de ne pas
se concentrer sur l'alimentation au détriment du social et refuser des invitations au restaurant, refuser des temps partagés entre amis, entre communautés. Et ben, dans cette étude, il montrait que à quel point le fait d'avoir des relations sociales et des liens sociaux était important. Et il disait que finalement, c'était même dans certains cas plus important que bien manger, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve même dans ce qu'on appelle les zones bleues. Tu dois connaître ça. Donc, un petit mot là-dessus, les zones bleues, on étudie donc des populations qui vivent très longtemps et en bonne santé dans le monde. Voilà. Donc, on les appelle les zones bleues et on les étudie pour comprendre pourquoi ces gens-là qui n'ont pas, on va dire, la carte vitale comme nous et accès à toute la santé moderne, comment ça se fait qu'ils ont parfois toutes leurs dents, qu'ils sont en bonne santé, voilà, et aussi longtemps. Et donc on s'est rendu compte que, eh ben, il y a tous les piliers qu'on a dit, mais un aspect important était le fait qu'ils avaient des rituels, une communauté forte, voilà, dans un temps aussi, bon, c'est un autre sujet, mais ils n'ont pas les réseaux sociaux, donc aussi cet aspect réel de communauté est important. L'aspect mental, l'aspect social est vraiment important et pas à prendre à la légère. Voilà, même pour des personnes, on va dire, un peu comme nous qui ont ce côté scientifique et qui peuvent un peu mettre ça de côté, le dénigrer en quelque sorte, alors que c'est une erreur. Voilà. Écoute, donc ces 3 points étaient intéressants. C'était une question que j'allais justement te poser, quels étaient 3 points que tu appliquerais. Donc tu viens d'y répondre. Voilà, l'alimentation seule ne suffit pas, comme tu as dit. Bah écoute, c'était déjà assez complet, je trouve, notre échange. Est-ce que tu voudrais peut-être un peu nous parler de toi, tes actualités? Donc tu viens de sortir un livre, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Et puis aussi ce que tu proposes, là où les gens peuvent te suivre, Ouais. etc. Du coup, j'ai sorti un livre qui s'appelle Le guide complet de l'alimentation anti-inflammatoire, qui, comme son nom l'indique, est un guide très complet. Ouais. J'ai essayé de faire du coup, en tout cas, le guide le plus complet en termes de théorie et le plus complet en termes de pratique aussi. Parce que le problème, c'est que là, on a parlé un peu de théorie. Je pense que les auditeurs, des fois, se disent ok, mais concrètement, je mange quoi au quotidien? Et c'est pour ça que j'ai voulu faire dans ce livre, en fait, une partie assez pratique avec notamment 3 semaines de style de vie anti-inflammatoire, où je leur explique en fait quoi manger, comment optimiser leur sommeil, leur activité physique, etc., etc. Donc 3 semaines, c'est bien, en fait, ça fait 21 jours, c'est souvent le temps qu'il faut pour prendre des nouvelles habitudes. Oui. Et avec aussi des recettes, je crois que on a 60 recettes dans le livre, pour donner plein d'idées, en fait, ça c'est hyper important. Donc ça c'est pour la partie pratique. Et sur la partie plus théorique, effectivement, je reviens sur les fondamentaux de l'alimentation chronique, sur ce que c'est, de façon détaillée, quelles sont les origines profondes de l'inflammation chronique. Donc là, on a évoqué quelques points en particulier, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres qui sont diverses et variées. Les pathologies qui sont concernées, donc là aussi, il y en a beaucoup, aussi bien sur les pathologies cardiaques, les pathologies liées à la peau, les pathologies liées aux articulations, etc. etc. Et puis aussi une partie sur comment optimiser concrètement sa santé avec notamment des compléments alimentaires, etc., etc. Bref, j'ai voulu faire du coup un guide vraiment le plus exhaustif, complet sur l'alimentation anti-inflammatoire et surtout comment la mettre concrètement en place au quotidien. Super, super. Je pense que ça va concerner beaucoup de monde, d'ailleurs, qui nous écoute, que ça soit pour quelqu'un qui a des problèmes, donc test au début un petit peu aigus, ou une personne qui est déjà OK, mais qui veut voilà, encore plus, non pas viser la normale, mais vraiment optimiser sa santé. Et du coup, tous les autres domaines de la vie, le travail, mais aussi voilà, la qualité des moments sociaux qu'on passe avec les gens, même romantiques. Donc tout ça est lié. Ok, merci encore Wilfried. Les gens on mettra un lien pour tes réseaux. Donc voilà, je sais que les gens peuvent te suivre sur YouTube, sur Instagram. Donc quelque chose à ajouter? On tape BMOOVE sur n'importe quel moteur de recherche et on trouvera effectivement la chaîne YouTube, le site, l'Instagram et les autres réseaux sociaux. Super. Merci encore Wilfried et à bientôt. Merci à toi. Salut.